Téléphone fête ses 40 ans et c'est évidemment le plus grand groupe de l'histoire du rock français. Jean-Louis, Richard, Corinne, Louis. Voilà, ils sont 4, vous les connaissez sous le nom de Téléphone. C'est 4 jeunes gens qui se sont rencontrés, qui ont décidé de faire quelque chose ensemble, de faire de la musique ensemble. c'était une bande de potes au lycée et tous, les 3 garçons, ils rêvaient depuis qu'ils avaient 10 ans d'être des rock'n'roll stars. Jean-Louis, c'est le rencontre, on fait un bœuf qui dure genre de 3h de l'après-midi à 2h du mat. Et là, on a compris qu'on était fait l'un pour l'autre. Le meilleur moyen de communiquer, par exemple, avec Louis, ça a toujours été de jouer ensemble. Je pense qu'il y a une sincérité en fait qui est implacable. On a l'impression que c'est un groupe de potes qui voulaient faire de la musique ensemble. Évidemment que c'était le drapeau du rock français dans les années 80. Pour moi, Téléphone, c'est un premier choc, un premier concert. Ce qui transpirait, c'était justement cette vérité, cette sincérité. Qu'est-ce que ça doit être bien d'être un membre de Téléphone. Personnellement, ça représente toute ma jeunesse. J'ai beaucoup écouté Téléphone entre 12 et 18 ans. Téléphone, c'est l'histoire d'une bande de 4 copains qui vont changer le visage du rock français. Soit c'est eux côté des génies, soit c'est les autres qui sont vraiment nazes. Ils ont vraiment été avec le public, avec les gens, et ils ont vraiment répondu aux attentes. C'est un son qui rencontre une protestation, c'est un son, des mots qui rencontre une jeunesse. De toute façon, le rock, c'est avant tout de prendre du bon temps. Alors, si t'es un groupe de rock qui marche comme nous, eh ben, c'est bien, on est content. On avait une envie folle, quoi. Chaque concert, on l'attendait, on pensait chaque jour, on comptait les jours, on comptait les heures. Un groupe de rock, ça se nourrit d'amitié, de beaucoup d'amour. Il y a des fâcheries, des coucheries. À travers l'histoire de Téléphone, il y a comme un air de sex, drugs and rock'n'roll. Quand un groupe marche et que l'argent rentre, ça crée des tensions. Louis commence à en avoir marre d'être avec Corinne, commence à goûter à la célébrité. Non, cela n'a pas été facile pour les 4 musiciens, car sinon, aujourd'hui, les insus s'appelleraient toujours Téléphone. Alors pourquoi et comment ces 4 potes se sont-ils aimés puis désaimés? Vous nous expliquer que vous avez pu rester ensemble si longtemps? Parce que généralement, les groupes français... On s'aime pas mal, quand même, malgré tout. Si on est tous les deux au même endroit, je pense pas me souvenir d'un moment dans ma vie où on n'a pas joué. C'est un peu une histoire d'amour, quoi, le coup de foudre. C'est comme ça, c'est la magie. C'était une belle histoire entre les deux. La belle aventure de Jean-Louis, Louis, Corinne et Richard, pas de doute, c'est vraiment une jolie petite histoire. Nous sommes en 1976. Téléphone passe à la télévision française pour la première fois. Ben voilà, nous, c'est Téléphone. En France, le mouvement rock est balbutiant, mais ces 4 jeunes gens qui viennent de créer un groupe entre copains vont changer les choses. J'aime bien, premièrement parce qu'il y a une fille qui joue et puis ça détruit un peu tous les mythes autour de les filles jouent pas du rock'n'roll. Et en plus c'est un des premiers groupes de rock français qui impose vraiment des paroles en français qui correspondent vraiment à quelque chose que les jeunes mecs sentent. Il faut inventer de nouvelles choses parce que visiblement on est à court de ressources actuellement, c'est très actuel. Tu comprends ? Téléphone veut faire descendre le rock dans la rue, jusque dans les rames du métro. Jean-Louis, Louis, Corinne, Richard ont des choses à dire, une parole à faire entendre. Bientôt, c'est sûr, on écoutera cette jeunesse. En attendant, Michel Sardou et Dalida tournent en boucle à la radio. Et à la télé, Téléphone tente de se faire un nom. Là-bas, tu as vu, nous avons un groupe qui s'appelle... Téléphone. Et ils interprètent Hygiaphone. Et il paraît que c'est un groupe rock New Wave. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette musique va très bien avec l'époque que nous vivons, avec les skateboards et tout ça. Eh bien, c'est le groupe Téléphone. Ce sont 4 Parisiens, tous très amateurs de rock'n'roll, et ils ont simplement un problème dans leur groupe, c'est qu'en réalité, sur pratiquement aucun point, ils ne réussissent à s'entendre. 1976-1986. Pendant 10 ans, Téléphone se fera le rock français. Il l'incarnera, le transcendra. Avec Téléphone, le rock entre dans tous les foyers. Mais pourquoi eux? Pourquoi Téléphone reste-t-il encore à ce jour le plus grand groupe de rock français? C'est vrai quoi? Qu'ont-ils de plus que les autres?
Partons à la rencontre des amis d'enfance du groupe, ceux qui ont partagé leur quotidien avant le succès. Lionel Blevis est un ami d'enfance de Louis Bertignac. Nous sommes en 1971, Lionel part en voyage en Angleterre et c'est là qu'il fait la connaissance du premier téléphone. C'est parti pour les vacances du genre à nous les petites anglaises, dans les années 60. Et je me balade avec un copain, premier jour de vacances, et on voit arriver une espèce de grand escogriffe tout maigre, avec une allure absolument incroyable pour nous à l'époque, c'est-à-dire qu'il marchait avec une guitare électrique autour du cou. Alors, bon, avec un grand impair, boutonné jusqu'en haut comme ça, une allure improbable, et donc forcément, on l'a accosté. Et moi j'étais avec un copain donc qui jouait plus ou moins de la batterie, enfin, on ne jouait pas de la batterie, on tapait sur des cartons. Et on s'est mis à faire de la musique dès le mois de septembre, quoi. Et très vite, en effet, Lionel Lombroso est venu à jouer avec nous, quelques mois après, je crois. Lionel Lombroso a lui aussi connu les téléphones avant la gloire. Il avait pour voisin un certain Louis Bertignac. La famille habitait rue Gustave Flaubert, c'était à 500 mètres de chez moi et mes parents dans le boulevard de Courcelles. J'y étais souvent fourré. Et la mère de Louis, Nelly, était adorable. C'était une mère juive au bon sens du terme, alors que moi j'en avais une qui savait tout mieux que tout le monde, etc. Non, Nelly, son garçon, son fils aîné, c'était la prunelle de ses yeux. Et franchement, ça lui a bénéficié. C'est beau d'avoir une mère qui croit en vous à fond, comme il a eu. Ils avaient le portrait de Louis derrière le lit, en 3 mètres de haut, mais peint par un ami à eux, je crois, avec la chevelure de Louis XIV. Enfin, je ne sais plus très bien. Donc ça montre à quel point Louis... mon roi. Et son père, Joël, effectivement, importait des flippers, d'autres machines électroniques, des jukebox aussi, voilà, c'est ça. 1974, Louis a 20 ans et fait la connaissance d'une jeune femme dont il va tomber amoureux. Elle s'appelle Corinne Marieno. Lionel, le bon pote, s'en souvient. Il était là. Tout commence par une visite chez 2 copines. Thérèse et Anita, c'était 2 sœurs qui habitaient dans le 15e, dans le même immeuble que les Marieno, je crois. Avec Louis, on trouvait rien à fumer. Et je lui ai dit, attends, on va aller voir les copines du 15e, là, je pense qu'elles ont de quoi fumer et tout. Donc on a débarqué chez Corinne avec Louis, c'était jamais vu. Bon, voilà, ça a commencé comme ça, et après il s'est passé quelque chose entre deux. Avant de devenir la bassiste de Téléphone, Corinne Marieno grandit dans le 8e arrondissement de Paris. Éducation stricte, quelques gifles de ci de là, un père ingénieur. Chez les Marieno, le mot rock est tabou. Corinne, elle naît dans une maison assez bourgeoise, elle va dans un lycée du 16e avec des sœurs qui jouent le rôle de garde-chiourme. Je veux dire, un jour, elle est devant sa glace et elle chante « Marche tout droit » de Claude François. On peut pas dire vraiment que ce soit très révolutionnaire. Et bon, elle prend des mimiques un peu, sa sœur la dénonce, elle se fait engueuler. Moi, j'avais des parents qui m'ont fait prendre des cours de danse et des cours de piano. Ça s'est très mal passé d'ailleurs. Ça m'a permis de pas faire de musique pendant 10 ans. À 20 ans, Corinne fuit l'appartement familial. Elle se pose à Saint-Cloud, où elle vit en communauté, son bac mention bien en poche. Louis, de son côté, redouble sa terminale au lycée Carnot à Paris, trop occupé à jouer de la guitare. Septembre 1973, un nouvel élève, prénom Jean-Louis, vient d'arriver au lycée Carnot. On rapporte à Louis que ce garçon est un redoutable guitariste, un concurrent pour Louis, qui jouit déjà d'une excellente réputation. C'est un copain, Jean-Marc, qui nous a présentés tous les deux. Et puis on a flashé, on a été dans un magasin de musique, genre pour essayer les guitares, mais finalement on fait le bœuf, évidemment, et on s'apprécie beaucoup. Et donc on va dans son petit studio, il avait un petit studio, et on fait un bœuf qui dure genre de 3 heures de l'après-midi à 2 heures du mat. Et là on a compris qu'on était fait l'un pour l'autre. Jean-Louis Aubert entre en scène. Né en 1955, il passe son enfance dans le Jura. À 10 ans, sa vie change le jour où il colle son oreille à la porte de la chambre de sa grande sœur Nathalie et qu'il entend les Stones chanter Satisfaction pour la première fois. À 11 ans, sa famille s'installe à Paris. Les parents de Jean-Louis ont insufflé des choses à leur fils, quoi. Le père, quand même, qui se tient droit, sous-préfet, etc. Puis sa mère était très sympathique aussi. Donc ça joue, oui. Je suis persuadé que c'est à cause d'eux que je fais de la musique. Parce que quand je suis monté pour la première fois sur scène, quand j'ai un peu philosophé, j'ai eu de leur part un regard différent. On pousse ces enfants à faire des choses, et même des choses qu'on se cache à soi-même. Je pense que je réalise quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire.
Jean-Louis a l'âme rebelle et au lycée, avec son camarade Louis Bertignac, il donne beaucoup de fil à retordre au jeune Pion, un apprenti comédien du nom de Gérard Jugnot. C'est horreur que je rappelle ça. J'étais très dissipé. Il dit qu'il m'a jamais collé et je lui affirme le contraire. Il y avait dans ce lycée une atmosphère très chahuteuse, très politique. Il y avait un quartier bourgeois mêlé à un quartier prolétaire. Ce qui fait que pour la musique, on allait souvent répéter dans le quartier prolo qui nous donnait des locaux. Les week-ends, Jean-Louis les passe à faire de la musique. Il crée des groupes. Pour les noms, accrochez-vous. Masturbation, Midnight Special, Arthur Maxenko, les Roquettes de Vas-y en beuglant. De son côté, Louis aussi monte son premier groupe. Le nom ? Corange, avec un K. Je sais pas pourquoi. Orange, Corange. L'orange était à la mode. Tout était en orange déjà, à l'époque. Et Corange, ça fait rock, je sais pas. Il y a Lionel Blevis qui joue de la guitare rythmique et puis qui ressemble à Keith Richards, étonnamment. Louis jouait de la guitare, c'était plutôt lead guitare. Lionel Lombroso jouait de la basse. Et voilà, c'est parti, on commence à répéter, on monte notre répertoire de reprises de Zeppelin, Beatles, Stones, etc. Bon, moi je jouais de la guitare, puis j'avais 14-15 ans. Et puis j'ai traîné un peu avec tous les musiciens de ma ville, Paris. Corange donne bien quelques concerts, mais pour les jeunes membres du groupe, il faut choisir. Tenter l'aventure rock avec son lot d'incertitudes ou rentrer au bercail chez papa-maman pour se consacrer aux études. C'est l'heure des choix pour les apprentis rockers. Dans le groupe Corange, certains vont débrancher les guitares. J'ai arrêté en 72, je devais être trop raisonnable, je faisais mes études. Je dis écoute, il n'y a pas de problème, il me dit il n'y a pas de problème, on a rencontré un mec qui chante vachement bien. Parce que moi je chantais pas très bien. Et Louis non plus chantait pas très bien. Personne chantait très bien. Ils vont m'en vouloir s'ils entendent ça. Et il dit j'ai rencontré un mec qui joue de la guitare, tu veux pas lui vendre ton matériel? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc je lui ai vendu mon Vox AC30 et ma guitare à Jean-Louis Aubert. En juin 1974, je me souviens distinctement du dernier concert de Corange. C'était la formation avec Louis, Jean-Louis, moi à la basse et au chant, et Richard à la batterie. Ouais. Je pourrais être le cinquième, celui qui aurait pu être dans le téléphone, quoi. J'avais fait rencontrer Corinne à Louis, et puis il y avait une histoire d'amour, et puis elle avait voulu apprendre la basse aussi, etc. Donc j'avais œuvré moi-même à ma mise à l'écart, en quelque sorte, de différentes manières. Jean-Louis joue avec Louis, qui fréquente Corinne. Petit à petit, le puzzle téléphone prend forme. Mais il manque encore une pièce. Hiver 1974, nous sommes dans un hôtel particulier parisien, ça joue du rock. C'est là que Louis Bertignac repère à la batterie un jeune homme, Richard Kolinka, que l'on surnomme Richie. On avait fait de la musique et Louis a débarqué à cette soirée. Je sais pas comment. Des copains qui m'invitent à faire le bœuf et il y avait aussi Vince Taylor. Puis j'ai beaucoup aimé son batteur. Donc je suis allé lui parler. À l'époque, il était déjà guitariste, moi déjà batteur. Moi j'ai pris par exemple 2 ans de cours de batterie, je ferai pas la pub. Et je me suis aperçu au bout de 2 ans qu'on m'apprenait à devenir un bureaucrate. De la musique. De la musique. Ouais. Alors déjà à l'école on m'apprenait à être un bureaucrate, j'avais pas envie. À la batterie on m'apprenait à être un bureaucrate, j'avais pas envie non plus. Fils de forain, Richard arrête ses études en classe de première pour se consacrer au rock. Avec un ami musicien dénommé Daniel Roux, il monte son premier groupe, c'est Molina, une vague référence à une chanson des Beatles. Richie n'a qu'une idée en tête, vivre de la musique. Alors il court les concerts pour rencontrer des stars qui pourraient l'aider. C'est ainsi qu'Antoine, vedette du moment, se penche sur le berceau de Richie. J'étais allé voir Antoine et Antoine leur avait dit pas de problème, passez chez moi et faites-moi écouter ce que vous faites. Et il avait été super sympa. Il essayait de leur faire un disque. Il les a vraiment soutenus à fond la caisse. Et Antoine a joué un rôle énorme là-dessus. Si tu es en manque d'amour, si tu sombres dans À chacun sa bonne fée. Pour Richard, c'est le chanteur Antoine. Pour Louis, c'est Higelin. Bertignac est recruté pour l'accompagner en tournée. Un cadeau tombé du ciel. Il m'a demandé de venir jouer avec lui. Et là, j'ai joué devant des gens tous les soirs. Et là, j'ai senti que j'allais au moins m'y consacrer 1 ou 2 ans sans rien faire d'autre. Rapidement, Louis quitte Higelin car le courant ne passe pas. Et devinez quoi? Bien oui, il monte un nouveau groupe, comme tout le monde. Ce qui est nouveau, c'est qu'il engage sa fiancée Corinne à la basse pour l'accompagner. Richard, lui, a recruté Jean-Louis au sein de son trio, c'est Molina, toujours avec Daniel Roux. Richard et Jean-Louis ne se quitteront plus. Il me disait tout le temps, c'est toi qu'il nous faut. Et j'étais pas sûr au départ, où je faisais un film blues, et il venait me voir tous les jours en me disant,
c'est toi qu'il nous faut. Et puis j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'il me dit ça. C'est toi qu'il me faut. Et ça tombe bien parce que c'est exactement lui qu'il me faut. Tendez l'oreille, voici le premier enregistrement de Jean-Louis Aubert comme chanteur, avec ses camarades de Semolina. Derrière mon image est un mirage qui fait rêver l'enfant sage. Pour ceux qui auront écouté le 45 tours de Semolina, on se dit que c'était pas vraiment ça. Le coup de bol, ça va être qu'à un moment, Daniel Roux va être un petit peu en déprime à cause d'une copine avec qui il est. Et à un moment, Kolinka décroche un concert, et c'est là que Téléphone va se former. 2 semaines ou 3 semaines avant de faire le concert, Daniel, donc mon pote, on était un trio, dit « Je quitte le groupe ». Oui. Richard et Jean-Louis se retrouvent avec une date de concert, mais bon, sans bassiste, sans guitariste, ça semble compliqué. C'est alors que Jean-Louis a une idée lumineuse. Il propose à Louis, qu'il voit toujours, de se joindre à eux. Louis accepte, mais à une seule condition. Je veux bien jouer avec vous, les gars, mais vous prenez ma copine aussi, Corinne, elle est bassiste. Un ingrédient inhabituel ou inattendu, c'est une fille, donc Corinne, en l'occurrence à l'époque où ça ne se fait vraiment pas. Il y a Tina Weymouth dans Talking Heads, et basta. Il paraîtrait, d'après Corinne, que la première réaction de Jean-Louis aurait été « T'es dingue, on va pas prendre une grossesse !» Bon, Jean-Louis a nié avoir dit ça. Jean-Louis, finalement convaincu par son pote Louis, va voir Richard. Jean-Louis est tout heureux d'avoir potentiellement résolu le problème. Il me dit, voilà, ça te dérange pas de faire un concert avec Louis? Alors je lui dis, bah non, pour un concert, pas de problème. Puis il me dit, et puis à la base, ce serait Corinne. Moi, Corinne, je la connaissais, elle vivait dans une baraque à Saint-Cloud où on allait tous faire des bœufs là-bas. Bon, ça m'avait surpris. Je me suis dit, bah, de toute façon, je m'en fous, c'est pour un concert. J'avais pas du tout dans l'esprit de faire un groupe avec eux. C'était pas du tout... Mais j'avais ce concert et je tenais absolument à le faire. Jean-Louis et Richard, les ex-Semolina d'un côté, Louis et Corinne, sa copine bassiste de l'autre. Entre eux, l'équation est simple, 2 + 2 = 1. Oui, car très vite, lors des répétitions dans la cave des parents de Richard, ils doivent se rendre à l'évidence. Ça sonne bien, cette histoire. En fait, c'était pour essayer ce groupe-là. Ouais. Moi, j'essayais beaucoup de groupes à cette époque-là. On faisait un concert avec chaque formation jusqu'à avoir éventuellement trouvé la bonne formule. Mais là, il s'est avéré que c'était la bonne formule. Parce qu'on était contents d'être ensemble déjà dans les répétitions. Et cette formation, j'avais envie d'essayer. Le fameux concert approche, mais il faut des chansons. Les premières compositions voient le jour pendant les répétitions, dont Métro c'est trop ou Hygiaphone. Hygiaphone, une chanson que Jean-Louis a commencé à écrire lors d'une virée à Ibiza et dont voici la première maquette. Bon, soyons clairs, déjà pour un premier jet, c'est prometteur. Louis jouait de la guitare. Un jour, je le rencontre par hasard avec sa flight case dans la rue. Et je lui demande des nouvelles. Il me dit ouais, je joue avec. Je dis mais je viens de voir que tu joues avec Ijna. Incroyable. Il me dit oui, mais je vais faire un groupe qui va cartonner. Il me dit ça. C'est pas une invention. Ouais, avec mon pote. C'était les termes. Ça s'appelait Jean-Louis Aubert. Je vais faire un groupe qui va cartonner. Ça va cartonner. 12 novembre 1976, c'est le jour J, le concert tant attendu. Il se déroule au Centre américain de Paris. Les 4 musiciens ont répété à s'en faire saigner les doigts. Ils ont écrit quelques chansons spécialement pour l'occasion et ont choisi le point d'exclamation comme patronyme. Ben moi, j'allais avec Corinne présenter des tracks que j'avais fabriqués et imprimés dans des terrasses de café. Elle causait et moi, je présentais des tracks et voilà. On avait surtout une envie de dingue. Que ça marche, qu'on puisse éclater les gens et s'éclater nous-mêmes. Quand on est arrivé et qu'on a vu qu'on avait réussi à bonder la salle, on était déjà encore plus contents, on est monté sur scène. On est arrivé et puis paf, tout le monde s'est engouffré. Et puis voilà, c'était... En plus, je pense qu'on était super beau à voir sur scène. Donc, on dégageait un truc... Certainement. Il s'est passé un truc. C'est comme s'il y avait eu un coup de baguette magique dans cette salle-là, pendant ce concert-là, et les mecs se sont dit, on peut pas s'arrêter là. Les gens, à la fin, étaient comme des fous. On n'avait plus le choix après. On était obligés de garder cette formation-là. C'était la bonne. Après ce concert,
Les 4 musiciens n'ont plus qu'une idée en tête, rejouer ensemble et vite. On avait une envie folle, quoi. Chaque concert, on l'attendait, on y pensait chaque jour, on comptait les jours, on comptait les heures. Mais il leur faut un nom. Télévision, puis Extra Ball et même Captain Béton sont d'abord évoqués. Jean-Louis m'appelle et me dit « Tiens, qu'est-ce que tu penses de Téléphone ?» Et moi, sur le coup, le Téléphone, je dis « Bah non, on va pas s'appeler Téléphone, c'est nul comme nom. » Mais Jean-Louis, il aurait pu être politicien, il arrive à bien décider les gens. Et donc, il m'a parlé pendant une plombe, mais Téléphone, c'est international, ça se dit dans toutes les langues, puis c'est un moyen de communication. Donc, au bout d'une heure de discussion, j'ai dit « Ok, on s'appelle comme tu veux. C'est bon, Téléphone, c'est bon. » Il y avait ce mot téléphone qui était dans pas mal de chansons. Et puis la seule chose qui nous choquait, c'est que ça représentait un objet. Mais en fait, petit à petit, c'est bien que ça représente des individus maintenant. Le téléphone, c'est tous les bons côtés et les mauvais côtés de notre époque. Le groupe est alors courtisé par les maisons de disques du tout Paris. Et là, le téléphone ne cesse de sonner. Ça devient sérieux, cette jolie petite histoire. Alors François Ravard, un proche de la bande, s'improvise manager et deal les premiers concerts. Le groupe part en tournée à bord du J7 Diesel de Dominique Forestier, que l'on surnomme Cowboy, un gars costaud qui fait office de régisseur. Quand tu faisais Paris-Marseille en 35 heures de diesel, avec des trous, le froid et tout, tu ressortais violet. Il fallait jouer le soir, mais enfin, quand t'en veux, hein. La machine s'emballe, mais les 4 jeunes gens repoussent toutes les avances des labels, comme pour faire durer ces derniers instants d'insouciance lorsque jouer de la musique n'est encore qu'un pur plaisir. Pas de signature dans un gros label, non, ils décident d'autoproduire leur premier 45 tours, l'ancêtre du single. On avait fait autoproduit un petit 45 tours, oui, avec une pochette toute blanche, ça coûtait pas cher, et puis on avait acheté des tampons, téléphone. Ouais. Et après les concerts, dans les loges, les gens y venaient. Ouais. Puis nous, on était assis à une table, on tamponnait et on leur donnait le disque. Ça, c'est le tout premier disque de Téléphone. Le premier 45 tours autoproduit. Je crois que c'était en novembre 76. Ils sentaient qu'il fallait faire quelque chose après le concert du Centre américain. Et donc, ils ont fait venir un camion d'enregistrement garé le long du bus Palladium où Téléphone avait un engagement. Et ils ont fait un enregistrement live comme ça de chansons Métro C'est Trop et Giaphone qui vendaient, là voilà, moi j'ai acheté mes deux là, qui vendaient 5 francs. C'était gratuit? Non, 5 francs c'était. Ah, c'est pas cher. Pas cher. Et vous en avez vendu combien? Je sais plus. Pas mal, non? 15-20 000 comme ça, je crois. Et en fait, c'était vachement rentable. Ça nous permettait de bouffer, de jouer, de nous déplacer. Mais on en est où en France avec le rock, au moment où les 4 potes de Téléphone autoproduisent ce premier 45 tours? Parce que bon, c'est la France de Giscard, celle des Carpentier, une vieille télévision, pas très rock tout ça. Kent, chanteur des Starshooters, les concurrents de Téléphone à l'époque, se souvient de cette France pastel. C'est aussi la France de Daniel Guichard et d'Ève, hein. Faut pas oublier ça, c'est ce qui passait sur les ondes, avant toute chose. Donc on avait un manque. Je crois qu'on était une génération de lycéens, d'ados, de kids, en manque de quelque chose. Donc on a monté des groupes pour faire la musique qu'on n'avait pas. On va bientôt voir arriver des punks français, on va bientôt voir arriver des groupes comme Trust, on a des Starshooters, on a des Lily Drop, on a des groupes comme ça. On est arrivé avec un public déjà, qui s'est formé, qui a grossi comme ça avec nous. Et c'est ça qui a fait qu'on nous a laissé faire. Vous connaissez la nouvelle vague? Vous savez ce que c'est la nouvelle vague? Il y avait déjà une envie de remuer, une énergie à revendre, quoi, qu'il fallait faire sortir. Donc on a monté des groupes, on a appris à jouer sur les instruments en même temps qu'on formait les groupes. Hein. Je crois que ça s'est fait comme ça, pour la plupart. On avait entendu parler de Téléphone dans les revues spécialisées qui vantaient ce groupe. Je crois qu'il y a une femme qui disait que Starshooter c'était aussi bien que Téléphone en moins lycéen. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense c'est une connerie. Je sais pas, franchement, les journalistes, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas pour ça qu'on va essayer de faire des paroles moins lycéennes, parce que quand on les a fait, on n'a pas pensé que c'était lycéen ou pas. On fait notre truc et puis les gens, ils en disent ce qu'ils veulent. La presse commence à s'intéresser à ces jeunes gens qui font du rock. Les Lyonnais de Starshooter contre les Parisiens de Téléphone. En voilà un match qui sent le cuir.
On s'est dit, oui, on a des concurrents sur Paris, en plus ils sont bien placés à Paris, ils ont tous les journalistes à portée de main, alors que nous, c'était pas le cas. Donc déjà, on avait une jalousie, déjà. Mais quand on s'est rencontrés, bon, c'est bon, quoi. On était contents de les voir et puis de se reconnaître un air de famille dans la manière de se tenir des guitares. Vous êtes vraiment le groupe de rock, celui que tous les jeunes Français attendaient. Quel effet ça vous fait? Ça me fait l'effet de commencer à réussir ce que j'ai toujours voulu être. Alors, c'est bon. Le 25 août 1977, la danse des labels s'arrête. Téléphone signe un contrat pour 3 albums chez Pathé Marconi, la maison de disques du moment. L'album se classe en tête des hits. Louis et Corinne emménagent ensemble dans un atelier d'artistes à Pigalle. Jean-Louis et François Ravard, le manager, cohabitent à quelques rues de là, pendant que Richard s'installe en coloc avec Cowboy, le régisseur. Imaginé par le photographe Jean-Baptiste Mondino, la pochette de l'album est comme les chansons qui le composent, énergique, spontanée, brute. Les textes font mouche et parlent à la jeunesse du peuple France. Je pense qu'il y a une sincérité en fait qui est implacable. Il y a une vraie démarche, on a l'impression que c'est un groupe de potes qui voulaient faire de la musique ensemble. Donc ils aiment faire ça, ils sont pas du tout dans l'imitation. C'est ça qui fait que Téléphone est un grand groupe de rock, c'est que le rock, c'est une musique adolescente, c'est une musique facile à jouer. C'est ça qu'on doit sentir quand on écoute un groupe de rock. Et ils l'ont compris très bien, et ils le jouent très très bien ce rock. Mais ils le jouent comme pourraient le jouer des adolescents, encore aujourd'hui, avec cette envie d'énergie et pas du tout une envie de démonstration technique. Ça, c'est une grosse partie de leur caractère et de leur personnalité. La musique de Téléphone est simple, certains diront binaire. Mais les riffs aux accents très stoniens, concoctés par Louis Bertignac, conjugués au charme et au talent d'une Corinne Marino à la basse, sublimés par un Richard Kolinka, batteur survolté, et portés par des textes clamés par Jean-Louis Aubert, un jeune homme à la plume ravageuse, tout ça, ça marche. Pour moi, les bons groupes, ils se sont trouvés. C'est pas, ils se sont pas faits, ils se sont trouvés. Il y a une espèce de rencontre qui se fait, il y a quelque chose de... C'est très infime comme ça, et tout. C'est au niveau du quark, tout chacun est modifié par l'autre, et ça te donne quelque chose de rare et d'absolu. Ils s'aiment, et quand ils jouent, ça se voit. Et quand t'es spectateur de ça, ça donne une telle énergie. Tout d'un coup, tu crois à la vie, quoi. Tu crois à l'amitié. Et je pense qu'ils ont cette affection de la part de leur public parce que les gens se retrouvent dans cet amour-là, quoi. C'est une machine de guerre, Téléphone. D'abord, avoir cette idée géniale de s'autoproduire, c'est formidable. Attendre avant de signer dans une maison de disques, c'est encore plus intéressant. Signer dans une maison de disques, qui est la maison de disques qui a la meilleure image du moment, ça, c'est la très très bonne idée. Téléphone, fort du bon accueil de son premier album, prend la route et part rencontrer cette jeunesse qui écoute Isiaphone dans les cages d'escalier, dans les bars près du flipper. On parle d'un rock lycéen. En tournée, ce sont des nuits sans dormir, des rappels arrachés à coups de riffs dévastateurs. Le courant passe entre Téléphone et son jeune public. Novembre 1978, Métro c'est trop est diffusé à la radio. Un clip est tourné. Il est monté par un jeune homme nommé Alain de Greff qui plus tard révélera entre autres Les Nuls et Jamel. C'est notre génération là qui est en train de parler, et puis il se trouve que les trucs qu'on a à dire et qui sont pas bien importants, mais ils ont l'air de correspondre à ce que tous les jeunes ont envie de dire. Je pense que c'est pour ça qu'ils achètent le disque. Donc l'expression de votre génération, mais pourquoi êtes-vous les seuls? Parce que les autres arrivent. Jusqu'où vous allez aller? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui vont venir? Vous y avez déjà pensé? On va crever. Afrique. Si on pensait à notre avenir, je pense pas qu'on ferait du rock. Ouais, c'est tellement la vie au présent. Il n'y a pas de projet fixe, à part continuer. Il y a la France, et puis on voudrait bien que les gens arrivent à dire il y a un rock français qui existe, enfin des gens qui chantent en français, on va les voir, mais de n'importe quel pays. Alors le Quatuor file à l'anglaise, et en février 1979 débute l'enregistrement du deuxième album à Londres.
This one is called the Human Bomb. Le groupe en profite pour tester une nouvelle chanson, La Bombe Humaine, devant des jeunes Britanniques en pleine révolution punk. Beware of yourself sometime. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Putain, t'entends ça, t'as 14 ans, mais bien sûr, c'est l'histoire de ta vie. La France est en train de se gondoler sous Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être Mitterrand va passer, peut-être il va se passer des trucs. Renaud commence à chanter un peu. Higelin arrive à peine à passer dans les médias parce que sous Giscard, Higelin, il n'existait pas. Nos sens, ce sont nos films, nous pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine. Et puis, il y a le téléphone, putain, la bombe humaine. Toi, t'es un môme et tu dis, mais ouais, c'est moi, ça. C'est moi. Du cœur, la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. Le premier souvenir de téléphone que j'ai, c'est La Bombe Humaine. On reprenait ces chansons-là avec un petit groupe au collège. Et c'est drôle parce qu'en fait, l'école dans laquelle j'étais, c'est une école parisienne. Il y avait la fille de Corinne Mariano qui en faisait partie. Et Corinne venait un peu nous coacher. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert le groupe. La Bombe Humaine, ça peut être une chanson qu'on chante quand on est enfant, où c'est rigolo, on a l'impression qu'on parle presque d'un ballon qu'on s'envoie. Et quand on grandit, on peut la voir différemment. Et c'est vraiment des chansons, en tout cas, moi, avec lesquelles j'ai grandi. La Bombe Humaine sort en 45 tours. Le titre entre dans les cours de lycée. Sur les sacs US, alors à la mode, fleurissent des badges à l'effigie du groupe. Les fans de téléphone font des petits. Téléphone, c'est vraiment quelque chose. Le mélange de la voix de Jean-Louis, des riffs de Louis, de Richard à la batterie, la présence de Corinne aussi. Oh là là, le batteur de Téléphone, il est complètement dingue. C'est le premier truc que j'ai remarqué chez Téléphone. L'espèce de mec derrière qui faisait des grands mouvements parce que il était absolument incroyable à regarder jouer. Il y avait un truc qui se passait. Enfin, il y a une technique fabuleuse, Richard, quand même. Ce qui est marrant pour un mec à feeling et purement sensibilité, c'est qu'il a des poignets très très rapides. C'était vraiment le côté Muppet Show un peu dans son jeu de batterie qui était scénique et visuel et vraiment trippant. « 2 avril 1979. Avec la sortie de leur deuxième album, Crache ton venin, les 4 téléphones enfoncent le clou. La pochette, signée Jean-Baptiste Mondino, assure un buzz dès la sortie du disque. C'est François Ravard, manager aux idées lumineuses, qui propose cette pochette. Curieusement, pendant la séance photo, les 4 téléphones se montrent très embarrassés. Alors Mondino, appareil en main, baisse son pantalon et réalise ainsi toute la séance. On voit que ceux qui cherchent justement à communiquer, mais c'est la réalité de ce qu'ils sont, c'est ce côté vraiment communautaire, le côté qu'avaient évidemment vendu les Beatles à l'ensemble de la planète, les 4 meilleurs amis que le monde a jamais connus. Donc ils ont ce côté-là, téléphone, et ça fait partie de leur attrait. Il y a un côté un peu provoque et en même temps sincère. C'est pas de la provoque juste pour la provoque. Je pense que c'est une manière de se dire qu'ils sortent un peu du côté trop carré des maisons de disques, de ce qu'on peut leur imposer. Téléphone aime bien déranger. Pas trop pour choquer le bourgeois au point de le perdre, mais suffisamment pour que la jeunesse trouve le quatuor subversif révolté différent. Comme lors de ce concert à la Fête de l'Humanité, le 8 septembre 1979. Les 4 téléphones arrivent dans des limousines aux vitres teintées, grimés en hommes politiques. Canaillou va. Monter sur scène déguisé en Giscard ou en Mitterrand, c'était marrant parce que
C'était juste marrant, c'était juste pour faire marrer les gens. Mais c'est vrai que les gens, ils réagissent pas toujours au premier degré comme on le souhaitait. Tu vois, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à chaque fois. Bon, on voulait rien dire, c'était juste pour se marrer. Le lendemain de cette prestation à la fête de l'UMA, Téléphone fait naturellement la une des journaux. Entre ce concert et la pochette du deuxième album, Téléphone, c'est l'art du buzz avant même que le mot buzz n'existe. Le photographe Jean-Marie Perrier, totalement fasciné par le phénomène Téléphone, réalise le film Téléphone public qui sort dans toutes les bonnes salles de cinéma. Quand j'ai vu arriver le groupe Téléphone, je me suis un peu jeté dessus, je dois dire. Parce qu'il se trouve que le groupe Téléphone est le seul événement dans le domaine du spectacle et de la chanson qui m'est vraiment intéressé depuis 1966. On les présente, si vous voulez bien. Ah oui, certainement. Alors d'abord Corinne. Bon, Corinne, c'est le centre nerveux du groupe, si vous voulez. Charmant centre nerveux, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est à la fois difficile d'accès, apparemment fragile comme ça. Alors Louis, le guitariste, il est peut-être le plus représentatif de l'esprit musicien. C'est une sorte de sens de l'humour personnifié avec une guitare en prolongement, si vous voulez. Alors là, Jean-Louis, c'est celui dont le charme est le plus immédiat et dont l'agressivité est la plus évidente. C'est effectivement lui qui fait les textes. C'est donc lui qui est le porteur des idées qui passent, qui émanent du groupe et qui vont en prise directe dans la salle. Richard, c'est le lion du groupe. C'est celui qui représente peut-être le plus l'énergie du groupe. Les 4 téléphones sont en pleine lumière. Le groupe se retrouve à Cannes pour le festival. Ambiance cocktail et petit four pour la montée des marches. Pas très rock comme attitude. Déjà, il nous fit, tu vois, une petite baraque à côté, une Cadillac pour aller sur les marches. On n'était pas à l'aise, quoi. C'était pas notre univers. On se sentait bizarre. Il fallait mettre un costard, absolument. Costard, cravate. Moi, je sais que j'étais pas bien. Mais enfin, c'était marrant, quoi. Parce que, effectivement, on était certainement un peu stone. Téléphone public, c'était vraiment très très fort parce que bon, les Beatles avaient eu Hard Day's Night, bon, Elvis Presley, Love Me Tender, je veux dire, en général, quand un groupe devient un peu important, c'est pas rare qu'un artiste soit révélé par un film. Et le documentaire Téléphone public, ça a été un petit peu, on achève de dire que c'est Téléphone, c'est le groupe français, quoi. Qu'ils le veuillent ou non, les 4 téléphones sont devenus des stars, avec leurs caprices, leurs égos. La belle idylle entre Corinne et Louis s'éteint à petit feu dans la folie de cette nouvelle décennie. Louis commence à en avoir marre d'être avec Corinne. Bon, il commence à goûter à la célébrité et puis, bon, peut-être la vie facile de la rockstar et il a envie de faire cavalier seul. Elle a des problèmes personnels et puis ils vont la voir. Et Jean-Louis, un soir, il dit à Louis, écoute, il y a un truc qui se dessine avec Corinne. Et Louis lui répond par cette phrase, fonce. Et donc Jean-Louis, ils vont sortir ensemble pendant 6 à 9 mois et je crois que ça va pas forcément faciliter les relations dans le groupe. Oui, le groupe n'a pas besoin de ça. D'autant que la première embrouille a déjà eu lieu pour une histoire d'argent. Jean-Louis a reçu un chèque de la SACEM, mais pas les camarades, car le chanteur a maladroitement déposé les chansons en son seul nom. Un arrangement a été trouvé entre eux. À partir de maintenant, les titres seront signés par les 4 membres du groupe. C'est sûr qu'un groupe, c'est un équilibre très très fin. C'est comme exactement une famille ou un couple. C'est très difficile de voir qui fait quoi dans le groupe. Ce que je sais, c'est que ce téléphone a été formidablement démocratique, puisqu'ils ont co-signé les chansons, alors qu'il n'y a qu'Aubert et Louis qui ont écrit des chansons. On a tous envie de faire de la musique, effectivement, pour gagner de l'argent aussi et tout, mais c'est pas les questions qu'on se pose quand on commence un groupe de rock. On se dit pas, bon, alors on pourra s'acheter des bagnoles et des trucs, et moi je vais m'acheter une maison à la campagne et tout. Non, on a surtout envie de faire de la musique avec ses potes, de s'éclater, de jouer sur scène. Être une star, c'est tout le monde te regarde et toi, t'es dans ta parano et tu regardes plus personne. Alors ça, c'est vraiment chiant. C'est ça une star, c'est ça avoir la grosse tête aussi. Enfin, pour moi. Tu regardes plus personne et au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui arrive. T'es plus alimenté par rien et tu crées plus en rien. amour ni quoi que ce soit. Bon, ça c'est sûrement dur pour des mecs, c'est pas très connus. Ouais. Je sais pas, quand tu vois. Enfin, pour trouver des amis et tout ça, tu sais jamais ce qu'il y a derrière les amis. J'avais un ami, mais il est parti. J'adore Au cœur de la nuit. J'avais un ami, C'est le premier automne de cette nouvelle décennie. Téléphone publie son 3e album, Au cœur de la nuit. Et c'est clair, Téléphone sombre. La drogue, l'héroïne, devient un membre à part entière du groupe. L'innocence des débuts s'est envolée, les téléphones pleurent et l'ambiance est électrique. Non, pas avant la partie... Pas avant ça. Si. Non, avant le premier... 1, 2, 3, 4...
La musique, elle, sonne toujours. Argent trop cher est publié en 45 tours. C'est un succès. Argent trop cher, c'est visionnaire. C'est vrai qu'à l'époque, Au cœur de la nuit, un peu surpris, c'était un album très noir, hein, pas seulement la pochette, hein, mais les chansons. Alors que finalement, hein, on s'aperçoit avec le temps que c'est, pour certains, leur album préféré, voire le meilleur album. Argent trop cher, c'est incroyablement intelligent comme chanson. Ça peut être déguisé dans « je suis jeune »,« l'anarchie »,« ah, l'argent, le méchant », etc. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit « argent trop cher ». Déjà, ça, la phrase, pour la trouver, argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Ça dit tout, c'est quand même pas rien pour un groupe de rock. Ils disent quand même pas seulement à les filles ou allons boire un coup, quoi. C'est quand même miraculeux. Enfin, je sais pas. Soit c'est eux côté des génies, soit c'est les autres qui sont vraiment nazes. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une espèce de phase et de mélange à un moment où ils ont vraiment été avec le public, avec les gens, et ils ont vraiment répondu aux attentes et ils ont vraiment été à l'écoute d'une génération et ils ont vraiment compris la jeunesse de 76. Quoi. Cette jeunesse a des mots et Téléphone a les mots pour le dire. Pour qui sait lire entre les lignes, Au cœur de la nuit, dit tout du malaise intérieur qui ronge Téléphone. Jean-Louis fréquente toujours Corinne. Louis fait celui qui s'en fout, mais s'en moque-t-il vraiment? Richard fait l'autruche, mais personne n'est dupe. Ce mélange sexe, drogue et rock'n'roll peut exploser à n'importe quel moment. Dans Fleur de ma ville, Aubert fait parler la poudre. Téléphone s'injecte le mal-être en intraveineuse. Ça raconte la défonce et la dérive d'un groupe où les drogues dures ont fait leur apparition, où on est vraiment dans la période la plus sombre et la plus rock'n'roll dans le sens dramatique du terme. Voilà, c'est une période où ils vont pas très bien et où là commence à avoir des tensions qui ne peuvent s'éteindre qu'à une seule condition, c'est un énorme succès. Qui devrait passer par l'international. Téléphone veut un forfait international. La France, c'est bien mignon, mais bon. Ça tombe bien, Richard Branson, l'excentrique milliardaire à la tête du label Virgin, a de son côté des envies de dégainer son chéquier à base de contrats à 7 chiffres pour recruter le phénomène Téléphone. Après 3 albums, Téléphone quitte Pat et Marconi pour Virgin. Le jour de la signature du contrat est épique. C'est au château de Maison Lafitte que ce contrat se signe. Patrick Zelnick, alors à la tête de Virgin France, se souvient. La signature avec Branson s'est passée dans des conditions complètement loufoques. Je crois que le contrat a été signé sur un lit à Baldaquin et Richard était dans un état d'ébriété assez avancé. Si cette scène avait été filmée, c'était vraiment comme une espèce de caricature de ce qu'était à l'époque le rock, c'est-à-dire sex, drugs and rock'n'roll. Un contrat royal en poche, 4 albums pour 5 millions de francs, Téléphone doit maintenant remplir sa mission, envahir le monde. Il leur faut des chansons, et des bonnes. Téléphone s'enferme en studio et compose. Voici la première démo de ce qui deviendra « Ça, c'est vraiment toi ». Téléphone ne se refuse rien, et on ne refuse rien à Téléphone. Ils partent enregistrer leur 4e album au Canada avec la Rolls des producteurs, le dénommé Bob Ezrin. The Wall de Pink Floyd, c'est lui. Téléphone a voulu le numéro 1 et ils l'ont eu. Il faut dire que l'enjeu financier est important, alors fini la rigolade. En retard sur les délais, Bob Ezrin n'est pas là pour plaisanter. Pendant l'enregistrement, c'est lui le boss. Il s'agissait d'attraper au vol un peu de l'humeur du moment, ce qui n'a pas toujours été facile. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aux États-Unis pour faire votre dernier disque?
Nous ne sommes pas allés aux États-Unis, nous sommes allés au Canada. Et si nous sommes allés au Canada, c'est uniquement parce que le producteur que nous avions choisi était canadien et ne désirait pas quitter le pays car il attendait, enfin sa femme attendait un enfant. Entre les membres du groupe, l'ambiance est quelque peu délétère. Au sein du Quatuor, on commence à dire « je » au lieu de « nous ». Alors qu'ils avaient emménagé ensemble dans un grand appartement pour la durée d'enregistrement, ils finissent à l'hôtel, chacun sa chambre. Et pour couronner le tout, le producteur Ezrin les pousse au bout de leurs limites et c'est dur, très dur. Le poids du temps est assez respecté comme ça. Maintenant, on peut travailler. Il y a des gens, on travaille 18 heures, 20 heures où on dort pas, quoi. C'est à l'arraché, toujours la fin, c'est à l'arraché. C'est la différence. Au début, tu prends un certain rythme, mais après, il faut finir. C'est un peu comme une tournée aussi. Au début, tu d'être, et quand tu arrives à la fin, tu fais comme tu peux, quoi. C'est le problème d'être en forme. Comme tu peux. Pendant le mix de l'album qui dure une éternité, Ezrin interdit au groupe d'entrer en studio. Alors les 4 camarades de travail restent cloîtrés dans leur chambre d'hôtel. Un soir, le téléphone sonne. Ezrin, ça y est, j'ai fini, venez. Quand ils arrivent au studio, 4 chaises vides. Ezrin est déjà loin. Ils appuient sur play, le verdict est sans appel, le son est énorme. L'évolution du son de téléphone, c'est vrai que c'est au départ un son extrêmement brut. Et le groupe, heureusement, a su évoluer pour ne pas rester toujours dans le même son, sinon ils auraient été dépassés. Et ils ont eu l'intelligence de rester eux-mêmes et en même temps de faire appel à des producteurs qui les ont orientés sur des chemins qui leur permettaient de ne pas se répéter. L'album doit sortir. On pense d'abord au titre « Arrête, tu me déchires » avec une pochette Kraft à déchirer pour ouvrir le disque. Mais finalement, c'est Dur Limite qui est choisi. À sa sortie, Dur Limite divise. Les fans de la première heure ne s'y retrouvent plus. Oui, c'est vrai, maintenant, Téléphone a un son international et des refrains XXL, comme « Ça, c'est vraiment toi », une chanson taillée pour les stades. J'aime bien la jouer en scène parce qu'elle est bien construite, elle est bien produite. Ouais, même la composition est bien faite. C'est Bob Ezrin qui nous a fait faire le truc de la grosse caisse là au début. Ça, boum, boum, c'est vraiment toi. C'est Bob qui nous a apporté beaucoup de choses. Il a cherché, tu sais, on savait pas comment finir. Et à la fin, oui, c'était pas mal de répéter 2-3 fois « Que toi ». Non, rien d'autre que toi. Et après, on a fait le clip et là, on s'est bien marré parce qu'on était à Londres et il n'y a que des sosies. Et là, il y avait tous ces figurants qu'on avait embauchés dans une agence de gens qui ressemblent à d'autres gens. Ouais. C'est pour ça que tu vois Margaret Thatcher, la reine d'Angleterre. Bon, déjà, on rigolait bien sur le tournage, mais quand tous les gens allaient à la cantine, qui se trouvaient dans la rue dans un petit camion très organisé, donc tu avais une queue avec le groupe, des techniciens, et puis Hitler. Tout le monde descend habillé, en costume et tout ça. Et Hitler va chercher des clopes. Il s'est fait ramener par les flics. Dur Limite, c'est l'album des gros tubes de Téléphone. Il y a Ça, c'est vraiment toi et Cendrillon, écrite par Louis Bertignac. Et ici, dans le rôle de Cendrillon, Lio, alors au sommet de sa gloire. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Cendrillon, mais c'est mon Louison qui a fait Cendrillon. J'aime bien quand il nous raconte des histoires comme ça, Louis. Ça a l'air de rien, mais quand on écoute bien le texte, c'est tragique. Cette pauvre fille qui se défonce et qui va crever. Mais bon, voilà. Mais en même temps, c'était dit d'une manière assez toute douce. J'ai retrouvé un vieux carnet. Cendrillon n'a plus 20 ans, les gosses ont filé depuis longtemps, plus personne de qui s'occuper, et plus personne pour oublier. Son prince qui part, jolie petite histoire. Pinocchio hurle, c'est dégueulasse. J'ai encore perdu ma place, il fait des efforts, réduit les doses, mais il sait qu'il est dans l'impasse. C'était apparemment que des mauvais plans dans ma tête. Bertignac a des envies de composer de plus en plus fortes. Le voici en train de se filmer le jour où il donne vie à Cendrillon. C'était pas mal ça, hein? Non, c'était minable.
Minable. Minable, je vous dis. Ça vaut rien. Vous ferez jamais rien. Si l'histoire de la Cendrillon de Bertignac finit mal, la belle histoire de Téléphone, elle, continue. Malgré les disputes et les égos grandissants, le quatuor règne sans partage sur le rock français, de quoi avoir le sourire. On dit que Téléphone a un public adolescent. Est-ce que Téléphone est resté un groupe adolescent? Je sais pas. Vraiment, je ne peux pas dire ça. Je ne peux répondre à cette question. Moi, mon copain et moi, on ne sait pas, on comprend pas. Non, mais c'est que les autres, ils sont cons. Les autres, ils comprennent rien. Ils sont trop occupés à la politique, à regarder les actualités. Quels autres? Ceux qui sont pas adolescents. Ton cul, il est adolescent. En tant que public, le truc qui était super chez Téléphone aussi, c'est comme dans les grands groupes de rock qu'on aime, c'est que c'est 4 personnalités très fortes et différentes, un peu comme des espèces de 4 super-héros ou de 4 personnages d'un dessin animé, un peu avec chacun leur style, leur particularité, leur personnalité. Il y a la nana à la basse, il y a le batteur un peu folding, il y a le guitariste ténébreux, il y a le chanteur sexy. Enfin, il y a 4 éléments comme ça, un peu comme les 4 fantastiques, qui ont chacun un truc, un pouvoir à eux, quoi. 11 jours après la sortie de Dur Limite, Téléphone est invité à jouer en première partie des Stones à l'hippodrome d'Auteuil. Il faut dire que Mick Jagger a fait des pieds et des mains pour avoir les numéros 1 français en ouverture de son propre concert, allant jusqu'à les inviter chez lui, où sa femme d'alors, Jerry Hall, leur déclare en les accueillant « Votre disque est merveilleux ». Je voudrais bien que Téléphone... Moi, je l'aurais dit de le faire. Ah, ouais. Je leur ai dit que c'était très bon. Il y a eu la première partie des Stones, qui est un moment, évidemment, où à la fois, on est tous super fiers d'eux, parce que on a un groupe français que les Stones prennent en première partie, même si en réalité, ça s'est très très mal passé, ce concert-là, parce que le groupe n'a pas été très bien traité. Là, à ce qu'ils nous voient, ils nous ont pas vus. Ils sont arrivés Ils sont pas venus? Non, ils arrivent juste pour entrer sur scène. Ouais. C'était bien. Ouais. C'était techniquement difficile pour nous. C'est les ingénieurs des Stones qui n'ont pas été très sérieux quand ils nous ont fait notre balance et quand ils nous ont remis le son le lendemain. Il y avait des inversions. Puis ils ont toutes les guitares reliées par des petites antennes, un peu comme des auto-télécommandés. Ah, d'accord. Et nous, on n'a pas ça. Parce que moins riche, pas moins riche, américain. Ouais, quand même, ouais. Alors? Et alors, quand on avançait sur le bord de la scène, les amplis suivaient derrière. Aujourd'hui encore, on soupçonne Mick Jagger, redoutable manipulateur devant l'éternel, d'avoir été l'instigateur de cette déboire technique. Comme pour dire aux 4 Frenchies « Eh les gars, si vous voulez jouer dans la cour des grands, voilà ce qui vous attend ». Téléphone se dit qu'il y a du boulot pour conquérir le monde, mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Téléphone demande à Lou Reed de traduire quelques titres de Dur Limite. Lou Reed a fait ça un peu par-dessus la jambe, il n'arrivait pas à s'y mettre. Et puis à un moment, il a dit à Aubert, garde ton texte, tu fais ça mieux que moi, quoi. Lou Reed a décliné et Corinne boude. « Je suis quasiment bilingue, je peux m'y coller », crie-t-elle, mais on ne l'entend pas. Au final, 6 titres en anglais sont enregistrés et les 4 musiciens ont hâte de les chanter sur toutes les scènes du monde. On va tourner. Alors, après la France, il y a l'Allemagne, l'Italie, et le Portugal, des pays comme ça, en Europe. Et après ça, il y a... Alors là, on va pas faire des jaloux, mais on va aller jouer à Papette et à Nouméa. De Papette, où Louis Bertignac s'improvise vidéaste, à Los Angeles, où Bob Marley vient les applaudir, Téléphone fait le job. Mais au final, le rêve américain a du retard à l'allumage. Je crois savoir qu'à Chicago, précisément, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire c'était un bon concert, mais il y avait que deux personnes dans le public. Alors vu que nous, on était déjà une bonne dizaine. Donc on a joué pour le mec qui venait boire un coup. Mais c'était marrant. Et puis, et au milieu du concert, il y a un autre mec qui est arrivé, très classe. Il s'est assis à une table, il a pris une bière. C'est compliqué de revendre aux Américains un truc que eux font si bien. Le vin californien, qui est très bon, je suis pas sûr que ça cartonne tant que ça ici. La conquête mondiale espérée n'a pas lieu, c'est un peu la douche froide. Et en plus, en France, Téléphone a peu de concurrence et écrase le rock français. Aubert s'inquiète.
Ce qui va se passer si on reste isolé comme ça, c'est qu'on va être le groupe de rock de la variété. Donc vous aurez le choix entre Enrico Macias, Dalida, Michel Berger, un peu plus Zazou, Igelin, et puis notre groupe de rock national, Téléphone. Et comme il y a eu un peu pour Ange, à un moment qui était complètement isolé. Et je peux te dire, si c'est ça, c'est la fin des haricots. Aubert et Téléphone se sentent un peu seuls là-haut sur les cimes du rock, même si ça commence à gratter à la porte légèrement. Depuis l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et l'explosion des radios FM, les Rita Mitsuko, Bachung, Indochine, Étienne Dao commencent à faire entendre leur voix. 7 mai 1984, Téléphone met tout le monde d'accord avec Un autre monde. Le 5e album du groupe s'installe en tête du top 50 naissant. Les 4 Téléphones restent les patrons du rock français. L'autre monde, c'est notre monde, simplement, mais qu'on doit bousculer avec notre imagination. Même pas pour le changer, mais pour y être mieux. Pour Jean-Louis, c'est une période difficile. Accro à la drogue, il a écrit les paroles d'Un autre monde comme une incantation salvatrice. Pour Corinne, ça va mieux. Elle est amoureuse d'Éric Serra, alors bassiste d'Igelin. Avec Éric, elle écrit la chanson It's Only Mystery pour la BO du film Subway de Luc Besson. Un succès. Richard, lui aussi, a le cœur qui bat pour quelqu'un. Il débute une belle histoire d'amour avec une jeune comédienne du nom de Marie Trintignant. Enfin, Louis a fêté ses 30 ans. C'était pendant l'enregistrement de l'album Un autre monde dans la campagne anglaise et Glyn Jones, qui a produit l'album, s'est occupé de la fête d'anniversaire. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on soit entre nous, que j'invite des amis? Je dis, oui, il vaut mieux que tu invites des amis. Il m'a dit, mais qui? Je dis, tous les gens avec qui tu as bossé. Donc évidemment, il y avait Clapton, il y avait Ringo Starr, Cat Stevens, Jeff Beck. Apparemment, tous les groupes étaient représentés. Tous les grands groupes que j'aimais étaient représentés parce qu'il avait bossé avec tout le monde. On a passé 2-3 heures à faire le bœuf comme ça. La seule chose que nous avait demandé Glyn Jones, c'est de ne pas enregistrer. Donc nous, on lui avait dit, ouais, d'accord. Mais on avait un petit cassette. Forcément, les salles français. Et alors après, quand tout le monde s'est barré, il devait être genre 6-7 heures du mat, on arrive, on dit, ouais, génial, on écoute, on avait oublié, il n'y avait plus de piles, on avait oublié de mettre des piles. Oui, là, c'est sûr, Téléphone est dans un autre monde. Il fréquente le gratin du rock en Angleterre et en France, on ne voit qu'eux et leur dernier album. Je me rappelle, j'avais été à Champ Disque, c'était un magasin sur les champs, il avait tout couvert le magasin, de la pochette, dans le passage, tout ça, j'étais aux anges, quoi. Pour moi, c'était fabuleux, quoi. Frankie Boy, ami du photographe Jean-Baptiste Mondino, nous raconte comment il s'est retrouvé à créer l'une des plus fameuses pochettes d'albums des années 80. Pour être franc, j'avais moyen envie, quoi. C'est Jean-Baptiste qui a insisté. Je me rappelle, à l'époque, j'habitais chez Coluche, on fumait beaucoup. Moi, j'ai repeint toute la maison chez Coluche, rue Gazan, j'ai fait une fresque colossale, quoi. Et puis, on a fait la pochette là-bas, c'était tout fait en bois, j'avais tout découpé à scie sauteuse. Après, eux, ils sont venus, et puis c'est Jean-Louis qui a dit ouais, le truc jaune, ça me plaît bien, donc on a fait la pochette. Frankie Boy va même réaliser un clip pour Téléphone, Électrique Cité, avec 3 francs 6 sous, un bijou de créativité. Jean-Baptiste commençait à mettre en œuvre Un autre monde, où il y avait vraiment un gros budget, quoi. Je sais plus, mais c'était énorme, quoi. Moi, j'étais vraiment surpris et j'avais dit, mais moi, pour 50 000 francs, donc ça ferait 8 000 € maintenant, quand même, je te fais un clip, quoi. Et ils m'ont dit, c'est pas possible. Avec Jean-Louis, ils se sont concertés, mais ils m'ont fait un chèque de 50 000 francs. Et j'ai fait Électricité en Super 8, gonflé 16 mm, et qui a vachement plu. Quand vous n'êtes pas à Macao en train de faire de la Java, vous tournez des clips à Paris. Et vous faites des clips qui coûtent presque rien, comme Électricité. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous essayez de casser le marché ou quoi? Non, on veut s'amuser à faire des clips aussi. Le clip, on dirait, c'est le sacro-saint clip avec son gros budget qui prend comme une épée de Damoclès. Faut que ça soit bien, les jeunes, hein. Il faut que vous vendiez cette chanson avec ce clip. Mais moi, je dis que le clip, c'est aussi un moyen de se marrer. Okay. This now is the first song we sing in English.
Téléphone bricole des petits clips faits à la maison, mais passe son temps loin de la maison. Le groupe, qui n'a pas abandonné son rêve de carrière internationale, publie même sur la version canadienne de Un autre monde un inédit en anglais, In Paris. Car oui, Téléphone a repris la route pour promouvoir ce 5e album. Et dans ses valises de plus en plus lourdes, son lot d'incompréhension et de love stories. Corinne a flashé sur Alan, l'éclairagiste écossais de la tournée, pendant que Jean-Louis et Louis, comme un vieux couple, multiplient les prises de bec. Il y a un moment, il y a Jacques Lang qui est dans l'avion et qui va voir un moment Ravard et qui lui dit « Mais écoute, ton groupe est en train de sauter en morceaux, quoi. » À l'aube de l'année 1985, ça fait maintenant 8 ans que les 4 téléphones sillonnent la planète. Ensemble, et selon un sempiternel rituel, compo, studio, tournée, dure la vie de rockstar. Tu passes 75% de ton temps avec ces gens-là. Un groupe, c'est ça. C'est quand les gens ne se rendent pas compte, mais tu les vois plus que ta famille. C'est-à-dire que tu passes non-stop 3 mois sur la route avec les 3 mêmes personnes, et après, tu t'enfermes pendant 2 mois pour faire un album, et tu repars sur la route. Enfin, t'es dans un bus, t'es dans une promiscuité non-stop avec les mêmes personnes. Tu fais ton album, tu pars en tournée, tu finis ta tournée, tu fais des festivals, et puis tu retournes en studio, et tout le monde te pousse à ça, une maison de disques, enfin, voilà, comme ça. En plus, il faut gagner sa vie, bon, voilà. Donc si ça se passe bien, c'est génial, parce que c'est l'éclate la plus totale. C'est une espèce de colonie de vacances à rallonge. Et par contre, dès qu'il y a des frictions, c'est compliqué. Tu passes forcément par des moments de discorde profonds, mais aussi par des moments de réconciliation intenses. Du coup, c'est ce qui fait la force d'un groupe. Et combien d'années que vous êtes ensemble maintenant? 8 ans. 8 ans. Et demain... Ah non, 8 ans le 12 novembre. Et comment vous expliquez que vous avez pu rester ensemble si longtemps? Parce que généralement, les groupes français... Bah, on s'aime pas mal, quand même, malgré tout. Et puis il y a l'intendance, le logement parisien dont il faut bien s'occuper quand on est en tournée. Ses amis que l'on voit moins, ce Paris qui semble loin. Louis laisse sa maison à Serge, un ami musicien qui se souvient précisément de cette période où Téléphone traverse la planète. Quand Louis il est parti pour faire Un autre monde, il m'a laissé sa baraque, sa voiture et tout. Je lui ai pété sa voiture d'ailleurs, il a fait un coupé, je l'ai explosé. Et quand il est revenu, il n'avait plus de voiture. Et j'ai une anecdote aussi, quand il est revenu à 8h du matin, ça sonne chez lui, il arrivait le soir. Et à 8h du matin, ça sonne. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient à 8h du matin? Et c'était Carla et une copine qui venaient, elles avaient 16 ans, elles venaient pour voir Louis parce qu'elles étaient fans de Téléphone. Et alors, avec Carole, on devait avoir 16-17 ans, on y est allé, effectivement, on est allé. Et il n'était pas là. Donc on a attendu dans le passage du trou marin, une petite demi-heure, et puis il est arrivé. Et il nous a quand même invités à boire un café, très gentiment, tout de suite. Voilà. Et donc Carla, c'est deux jeunes donzelles de, je sais pas, 17 ans. 15, oui, 15. Non, c'est pas vrai. On avait 15 ans. Non. Non, je blague. Il faut pas le dire. 16. Ouais, enfin, 18 ans, quoi. Elle m'a troublé, hein. C'était très bon enfant. On n'était pas les groupies comme dans les films, avec la drogue, le sexe, etc. Nous, on était plutôt des petites jeunes filles, très amoureuses de la musique de Téléphone. Printemps 1985, sortie d'un nouveau single pour Téléphone. New York avec toi, ce sera la musique du film Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin et Michel Blanc. Ce jour-là, c'est à Athènes que Téléphone chante ce nouveau titre. Athènes sera le dernier concert de Téléphone hors de l'Hexagone. Dans les clubs il fait noir mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Des flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas. Un jour chacun rencontrera. Parce que le cœur de la vie va en toi. Et tu m'emmèneras. Et on y va. Après ce concert à Athènes, Téléphone appuie sur pause. J'ai besoin de faire un break. On est d'accord, on n'aime jamais entendre ce genre de choses. Corinne Marieno en profite pour s'essayer au cinéma dans Moi vouloir toi avec Gérard Lanvin. Jean-Louis Aubert s'engage pour l'Éthiopie avec la chanson Loin du cœur et loin des yeux. Louis Bertignac compose pour lui. Richard Kolinka monte son label. Bref, tout le monde prend l'air pendant quelques mois.
Décembre 1985, 1 an et demi après la sortie de l'album Un autre monde, Téléphone se retrouve et décide de publier un single, faute de mieux. La chanson s'appelle Le jour s'est levé. Ce matin-là, on tourne le clip. Sur le plateau, l'ambiance est glaciale. Oui, car ce nouveau titre, c'est la goutte d'eau. Louis et Corinne ne l'aiment pas, trop sirupeux, gorgé de cordes. La chanson est censée célébrer la naissance d'Arthur, le bébé que Jean-Louis vient d'avoir avec France, sa compagne. Je vais au Pré Saint-Gervais avec ma voiture chercher Louis et Corinne pour les emmener à la maison de la radio pour qu'ils tournent le clip Le jour s'est levé. Déjà dans la voiture, je sens qu'il y a tension. On arrive au plateau, Jean-Louis il est au piano, ils font leur clip et tout. Et je vois leur tronche de Louis et Corinne et je me dis, c'est chaud. Et à un moment, j'entends Louis qui dit, ah, attends, je veux pas être ton guitariste, ça me saoule. Et il dit, je m'en vais. Et il revient, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Louis? On se casse, on se casse. Et dans la voiture, il me dit, j'arrête Téléphone. Pierre Terrasson est photographe. Il signe la photo de la pochette de ce qui reste à ce jour le dernier 45 tours de l'histoire de Téléphone. Le brief, c'est une photo qui est issue de l'album Revolver, qui est la photo intérieure où ils sont tous les quatre autour d'un piano à queue. D'après François Ravard, le manager, on devait s'installer, on devait shooter vers 14h. On a dû faire les photos à minuit. J'ai fait les photos comme j'ai pu, quoi. Jean-Louis était là en essayant d'étendre l'atmosphère, de faire rigoler les trois autres. Mais bon, ça rigolait un peu jaune. En observant les photos maintenant, j'ai fait 2-3 petites photos comme ça rapidement dans le studio. Je vois bien un peu les regards des gens, quoi. Les photos, c'est pas un truc qui ment, quoi. Donc c'est clair et net, quoi. On a vu que ça partait un peu en sucette déjà au moment des interviews pour Le jour s'est levé, parce qu'on voyait bien que Louis et Corinne, ils n'étaient pas super enthousiastes, c'était pas leur chanson préférée. Et je crois me souvenir d'une télé qu'ils ont faite où Louis faisait assez la gueule et faisait semblant de jouer pour que le public comprenne bien que c'est du playback. Avec Téléphone, moins ça va et plus ça va. Le jour s'est levé devient leur meilleure vente en single et triomphe au top 50. Niagara, Indochine, les Rita Mitsouko accompagnent Téléphone au sommet des hits. Ça y est, le rock français est vivant alors que Téléphone se meurt. Le jour s'est levé. Corinne propose une année sabbatique alors qu'on sort d'un break et que des dates de concerts et d'enregistrement du 6e album sont déjà calées. Jean-Louis Aubert fait la promo du titre Le jour s'est levé tout seul. Bien obligé de sourire, ça sent le sapin tout ça. Alors Jean-Louis, l'album Téléphone c'est pour bientôt? Je l'espère. Oui. Autant que toi, j'espère. Peut-être plus que moi, j'ai l'impression. On va essayer de commencer à enregistrer en mars. Ouais. Disons que tout est, vous en faites pas, tout est très bien organisé. Ouais. Mais tout va bien. Tout va bien. Mais ça peut être différé et alors là. Ok. 21 avril 1986. Après quelques mois de réflexion et malgré quelques tentatives des uns et des autres pour sauver le paquebot Téléphone, une dépêche AFP du manager François Ravard tombe. Téléphone, c'est fini. Rien ne va plus pour Téléphone. Le groupe rock français a décidé de se dissoudre, une auto-dissolution due peut-être à des divergences musicales, mais aussi à une certaine lassitude, un peu comme les Beatles. Chacun des membres de Téléphone continuera seul. Ça s'est passé d'une manière assez calme, quoi, je dirais, parce qu'on a décidé ça comme ça, parce que tout le monde avait envie, et surtout, il n'y avait pas l'enthousiasme et la volonté de faire ce nouvel album tout de suite. Et comme on n'a jamais rien fait sans enthousiasme, en 10 ans de Téléphone, on n'a rien fait qui nous plaise pas. C'était devenu presque une entreprise. Des fois, j'avais l'impression d'aller à l'usine quand j'allais aux répétitions. C'était pas comme avant. Ça changeait et puis ça changeait de plus en plus. Et il fallait que ça s'arrête là. Le jour où ils se séparent, Kolinka,
a passé la soirée avec sa compagne de l'époque, qui était Marie Trintignant. Et Aubert, lui, étrangement, le hasard voulait qu'il tourne une publicité avec Gainsbourg ce soir-là. Et Gainsbourg lui a dit cette chose. Il a dit « Ah, vous n'allez pas vous séparer comme ça, les petits gars !» J'avais déjà entendu des bruits. Ça n'a pas été vraiment un choc, quoi. Il me semble qu'à ce moment-là, je les voyais un petit peu. Je voyais Louis, je voyais qu'il préparait un petit peu ses projets avec les visiteurs, je crois, si je me souviens bien. Aubert et Bertignac le disaient, il n'y a plus le jus, il n'y a plus la flamme, on va rentrer en studio, on n'a même pas envie, ça nous fait tout bizarre. Ben oui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Vous n'êtes pas quitté fâché, mais quitté lassé, c'est ça la bonne formulation, peut-être? Oui, ouais, il y a plutôt de ça. Ouais. Mais un peu fâché aussi, mais c'est normal, quoi. Enfin, pas fâché, mais il faut bien une engueulade pour se quitter, quand même, sinon on se quitte pas. Mais tout le monde s'est engueulé, ou... Non, c'est à peine engueulé Jean-Louis et moi. Ouais. Mais comme on n'avait pas l'habitude de s'engueuler, ça c'est... tu vois, ça fait... Ah merde, ah bah on arrête, ok. C'est pas grave, hein, tu vois, on s'est dit on arrête, et puis à la fin on s'est pris dans les bras, bon ben bonne chance, et puis voilà. Je pense qu'un groupe de rock a du mal à bien durer au-delà de 10 ans. Et la preuve, c'est que Led Zeppelin, ça a duré 10 ans, que les Beatles, ça a duré 10 ans, et que Téléphone, ça a duré 10 ans, et que beaucoup de groupes ont du mal à se renouveler assez naturellement au bout de 10 ans, au bout de 5-6 albums, quoi. Force est de constater que nous, avec FFF, 10 ans, ça a été une date limite de péremption et qu'on a dû attendre 10 ans pour pouvoir recommencer à faire de la musique. Donc, de faire de la musique ensemble et à prendre du plaisir. C'est déjà beau de tenir 10 ans, je crois, pour un groupe. Après, c'est une entreprise. En pleine gloire, au sommet des charts, Téléphone raccroche le micro. Au soir du divorce, Téléphone a vendu 4 millions d'albums et donné 750 concerts. En octobre 1986, le testament du groupe sort dans le commerce, un live enregistré alors qu'ils sont au zénith dans tous les sens du terme. Ceux qui ont grandi avec Téléphone se disent alors « Mince, c'est moche, c'est comme des amis qui divorcent, comme des potes qui s'engueulent, c'est tristoun, quoi. » On n'a pas compris, en fait, les fans, pourquoi Téléphone s'était séparé. Et puis voilà, ils étaient arrivés à cette étape-là. Et c'était désolant, mais ils se sont séparés, on les a du coup aimés séparément. Je pense bêtement que Téléphone, ils se séparent parce qu'ils n'ont pas su prendre le temps qu'il aurait fallu pour que Louis fasse son album solo, pour que Corinne fasse son album solo, pour que peut-être Jean-Louis, finalement, fasse aussi un album solo. Ils repartent comme ils sont arrivés, par binôme, avec d'un côté donc Jean-Louis Aubert & Co, KO, Colinca, et puis derrière, il y a Bertignac et les Visiteurs. 2 mois seulement après l'annonce officielle de la mort de Téléphone, Jean-Louis Aubert et son complice Richard Kolinka sont les premiers à dégainer. Juste une illusion sort en single, un titre que Corinne et Louis avaient jeté pour un éventuel 6e album du groupe défunt. Ce qui était bien, c'est de sortir un petit disque comme ça. Ça nous a permis de répondre aux interviews en parlant du futur et du présent plutôt que du passé. Voilà, et le présent, justement, on va y venir. Est-ce que cette chanson figure sur le nouvel album, Plâtre et Ciment? Non. Non. Mais, vas-y, sera disponible sur disque laser. Oui, ça c'est non, pour le le vrai, elle est sur le compact. Elle est sur le compact disque. Vous avez un compact disque, vous, à la maison? Oui, bien sûr. Vous utilisez ça? C'est bien pour la musique, le compact. Bien sûr, c'est fantastique. Téléphone, c'était la génération cassette et vinyle. Mais le CD est arrivé, on a un peu de mal à s'y faire à l'époque. Comme on a un peu de mal à se faire à Aubert & Co. Jean-Louis se reconstruit avec l'album Plâtre et Ciment. Mais les ventes sont décevantes. J'ai été voir une fille qui lit dans l'avenir. Pour Louis Bertignac, qui vient de monter Bertignac et les Visiteurs avec Corinne et quelques potes, même punition. Les débuts sont un peu compliqués pour les ex-téléphones, les fans ne répondent pas. C'est comme quand un couple d'amis se sépare, on est toujours un peu embêté quand il s'agit de prendre parti pour l'un des deux. Là, les fans gardent encore leur distance. Il y a encore un an, j'étais guitariste. Je gagnais plein de blé, il y avait plein de monde. Maintenant, je suis guitariste et chanteur. Je gagne plus en rond, il n'y a plus personne. Juin 1987, les choses se décantent pour Louis Bertignac. Il écrit une chanson qui va devenir le tube de l'été. Le premier succès post-téléphone sera pour Louis Bertignac et ses Visiteurs. Je voulais juste vous dire que dans la vie, de temps en temps, il y a des déchirures. Ouais. Il y a des choses qui font mal. Et souvent, de ces choses qui font mal, de ces déchirures, il y a des choses très belles qui naissent. Et ben, on peut dire que ces idées-là, c'est une chose très belle qui est née. Louis Bertignac en tournée, Louis Bertignac dans la nouvelle affiche ce soir avec les Visiteurs. Oh bébé, je voudrais rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée.
Ces idées-là, il l'a enregistré au Pré Saint-Gervais, dans le studio en bas. Il m'appelle un soir, il m'a dit « Bon, j'ai un peu le blues, ma copine s'est barrée, j'ai écrit une chanson. » Les Visiteurs, pour Louis Bertignac, c'est comme un patch quand on veut arrêter de fumer. Décrocher le téléphone, c'est pas facile. Mais pour Aubert et Bertignac, qui rêvent d'une carrière solo, le moment est venu. Louis Bertignac, Keith Richards à la française, dissout les Visiteurs. Corinne va devenir maman, elle retourne à l'école apprendre l'anatomie, la physiologie. Elle parle alors d'un grand besoin de voyage intérieur. Jean-Louis Aubert, lui aussi, s'assume enfin en lead singer. Kolinka est toujours derrière ses fûts, mais son nom disparaît des pochettes. Jean-Louis Aubert se jette à l'eau, c'est un nouveau départ, comme une deuxième vie. 400 km par jour de moyenne pour aller de ville en ville colporter le bon son du rock. Dans le bus, on chahute un peu pour l'ambiance. On dort pas mal pour récupérer des fatigues du concert de la veille. Tout ça rythmé par la vidéo. Au programme, du rock bien sûr. L'hôtel, le car, les répétitions, le concert. Voilà le programme de la tournée. Salut, ça va? On prend mal les autographes? Ouais, il y a un beau pull là. Vous l'avez acheté où? Oui, il est pas terrible. Non, j'aime bien. Une belle journée, ça va bien avec le ciel. Un pour Virginie, puis un pour Laetitia, pour passage au revoir. Dans les années 90 et 2000, Jean-Louis Aubert enchaîne les albums et les tubes, devenant un des chanteurs français les plus populaires. Il reçoit même sa première victoire de la musique. J'ai remercié quand même le groupe qui a été fantastique avec mon ami Richard Kolinka, avec qui je fais chambre commune depuis 35 ans maintenant. Bah, c'est sûr qu'Aubert, c'est celui qui a clairement le mieux tiré son épingle du jeu commercialement, on va dire. C'est pas honteux d'être populaire. Bowie, c'est un artiste populaire. Prince, c'est un artiste populaire. Michael Jackson sont des artistes populaires. Donc, souhaitons être des artistes populaires comme eux, quoi. Voilà. Aubert, moi, je le définis comme étant un bras ouvert, une espèce de cœur. Il a jamais été autre chose que ça depuis l'album Dure Limite. Donc, en fait, il est droit dans ses bottes et il est fidèle à ce qu'il est. Et puis, vous connaissez cette phrase, hein, si t'es pas un rebelle à 20 ans, c'est que t'es con. Si tu l'es encore à 40, c'est que t'es con. Il a trouvé un chemin vraiment personnel et original entre le rock et la chanson, qui n'est jamais de la variété. La voix de Jean-Louis, t'y crois, quoi. Moi, quand Jean-Louis chante, j'y crois. J'y crois. C'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des tonnes. Aubert devient un exemple pour la nouvelle génération comme Raphaël, avec qui il va même enregistrer un duo. En solo, bien sûr, Jean-Louis ne peut pas ne pas chanter les classiques de Téléphone. Il a été et sera toujours un ex-Téléphone. De son côté, Louis Bertignac, depuis la fin de Téléphone, est resté accroché à sa guitare, se taillant au passage la réputation de meilleur guitariste rock français. Je voyais Bertignac avec sa guitare et j'étais là, ouais, il est pas ridicule, quoi. Il met la honte à beaucoup de gens tellement, voilà, il se passe un truc vraiment avec Bertignac et sa guitare. Quand je l'ai vu jouer sur scène, il était heureux avec sa guitare. C'est une personne. C'est lui et sa guitare, c'est pas deux, c'est le guitariste. Louis Bertignac kiffe, guitare en main, voyage et donne des concerts dans le monde entier. J'avais le tout meilleur copain du coin. Lui et moi, comme les deux doigts de la main. On s'en est fait des verses et des familles. Ouais, on s'est marré, je vous jure. À la basse avec Louis, Cyril Denis. Cyril, avant de devenir le bassiste de Bertignac en solo, est fan de Louis. Alors qu'il est tout jeune homme, il décide d'entrer en contact avec son idole le jour même de ses 20 ans. Voici comment on réalise un rêve d'adolescent. J'envoie un fax, je dis là, c'est mon anniversaire, j'arrive. Donc j'arrive le samedi au Pré Saint-Gervais, j'attends dans la rue. Et se pointe une espèce de CX Palace Prestige grise défoncée, avec un grand mec avec une espèce de peau de mouton, et il me dit « Alors, t'es venu ?»« Ah bah rentre !» Et je me retrouve chez Louis, sa maison elle était en bordel, mais tout était en travaux, quoi. Donc il me dit « Bah, si tu veux, pour faire de la guitare, ça va être compliqué, mais si tu veux filer un coup de main pour les travaux, déjà le petit malin, il me dit « Bah, tu es le bienvenu !» Donc je me retrouve à planter des clous chez Louis Bertignac le samedi. Là. Et je me casse le samedi soir et j'ai dit bah, je suis désolé, j'ai 2 heures de train donc je vais y aller, mais si t'as besoin d'un coup de main, tiens, je te laisse mon numéro. Et le lendemain matin, j'étais chez moi, ma mère vient me voir, blanche, elle me dit il y a Louis Bertignac au téléphone. Oui, je sais, c'est un ami.
Allô, ouais, il me dit, ouais, c'est Louis, tu vas venir me filer un coup de main pour les travaux? J'arrive. Et il m'a dit, si tu veux, moi je serai à ta place, je demanderai, Louis, est-ce que en échange de quelques petits travaux, je peux pas venir habiter chez toi? Donc j'ai vraiment longuement réfléchi 2 secondes et je lui ai dit, est-ce que je pourrais venir habiter chez toi si je fais les travaux? Il m'a dit, ouais. Et on s'est vraiment plus quittés. Avec Louis, Cyril va en vivre des aventures. Comme au début de Téléphone, Louis retrouve la folie des tournées qui ne se passent jamais exactement comme prévu. Il y a surtout une soirée à Shanghai où on s'est fait matraquer par les flics. C'était dans le cadre de la première nuit blanche à Shanghai, je crois. On monte sur scène à 4h du matin au lieu de 22h. Évidemment, on envoie le pruneau. Alors, il y a tous les Français qui étaient là, les expats qui étaient contents. Et puis, au bout de la 4e chanson, on voit les flics qui montent et puis voilà, qui cassent le micro de Louis. On a fait 14 000 km pour jouer 20 minutes. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant Comme Cyril Denis, Carla Bruni a rencontré Louis en venant faire toc-toc à la porte de la maison de Louis au Pré-Saint-Gervais. De fan, elle va devenir amie de Louis. Et ensemble, ils vont donner naissance à un bel album qui va se vendre à près de 2 millions d'exemplaires, dont 800 000 à l'étranger. J'ai envoyé une chanson à Louis et la chanson est revenue fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, elle était comme la maquette, mais 1000 fois mieux que la maquette. J'ai donc dit à Louis, c'est exactement ça que je voudrais que tu fasses sur toutes les autres, est-ce qu'elles te plaisent? Il m'a dit oui, et on l'a fait comme ça. Il n'a pas voulu faire ses chansons, il a voulu faire les miennes. Et bon, il s'est vraiment mis dans les bottes d'un producteur, et il a fait vraiment du beau travail. Je ne sais pas comment te dire. Louis Bertignac devient aussi le mentor de Joyce Jonathan, dont il réalise en 2008 le premier album. Louis Bertignac, producteur, c'est un nouvel emploi qui fait mouche à chaque fois pour le guitariste. Guitariste qui a une méthode de travail toute particulière. Il se levait vers 15h ou 16h et il se couchait à 7h. Donc, du coup, il fallait que je réadapte aussi mon emploi du temps pour bosser avec lui. Donc, on se faisait des spaghettis au ketchup dégueulasses à minuit. Et c'était entre 2 sessions. Et j'ai trouvé le personnage génial, en fait, parce qu'il est lui. Et qu'en même temps, il est hyper respectueux quand même. Maintenant, pour moi, Louis, c'est comme un peu quelqu'un de ma famille. Je suis la marraine de sa fille Lola. C'est quelqu'un de très important pour moi. J'aime ses enfants, j'aime sa femme, j'aime Louis, quoi. Je plais aux jolies filles, c'est bizarre. Ça tombe bien. On va faire de jugement. Si on aime les jolies filles, si j'aimais les moches, ça serait chiant. Durant toutes ces années, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne Mariano et Richard Kolinka sont restés pour beaucoup des ex-téléphones. Le spectre de la reformation a toujours plané. Il y a bien eu quelques retrouvailles éphémères au Bataclan en 1994, en 2002 au Zénith de Paris, et même grâce à Yannick Noah lors du Téléthon en 2005. J'étais le parrain du Téléthon et j'appelle Louis. Tu viens? Il fait, bon, bien sûr, Yann, je viens pour toi. Tu déconnes ou quoi? J'appelle Jean-Louis. Jean-Louis, tu viendrais? Bien sûr, Yann, tu sais très bien. Je suis toujours là pour toi. Et j'aurais pas dit que j'avais appelé l'un et l'autre. Mais pour avoir parlé souvent avec Louis, de Jean-Louis juste avant, et fait de même avec Jean-Louis, je savais très bien que les mecs ils s'aimaient, quoi. Et j'étais en répète et je me souviens qu'il lui arrive avec sa guitare et Jean-Louis, je crois, devait être sur scène. Je sais plus comment exactement ça s'est passé. Puis il a fait « Ah, t'es là, vieille croûte. T'es là, mon chéri. Alors, on va faire de la musique. » Ils ont fait de la musique en se regardant, comme ils font toujours, en s'écoutant aussi. C'est pas chacun de son côté, c'est ici qu'ils jouent ensemble, tout de suite. 3, 4, c'est parti. Ce soir-là, Corinne n'est pas là. Elle s'apprête à publier son autobiographie, un livre abrupt et sans concession. L'ouvrage réouvre la plaie qui avait tant de mal à cicatriser entre elle et les garçons. C'est toujours dégueulasse, c'est toujours les filles qui ont mauvais rôle dans le rock. Yoko Ono, Linda McCartney, Corinne Mariano. C'est elle qui récemment déclenche le tir avec le bouquin, qui est peut-être une maladresse. Le problème de Corinne dans cette autobiographie, c'est qu'elle est sincère. Et donc,
elle balance tout ce qu'elle a vécu. Elle dit des choses sur Jean-Louis qui, je pense, ont pourri leur relation parce que c'est pas très sympa. Le livre n'est pas la cause de ce qui se passe. Par contre, le livre explique les causes de ce qui se passe. Ce Mais n'est eux, pas ils du disent tout que la même parfois chose. le livre a déclenché des agacements. Ouais, c'est pour ça que j'aimais bien la chanson Tout le monde ment. Moi, je crois que ça devait être très sympa d'être une femme dans un groupe de rock, surtout qu'elle était très aimée par les 3 garçons de téléphone respectés. Non, je vois pas tellement la difficulté. Je sais pas pourquoi Corinne essaye tellement de se faire passer pour une victime. Je vois pas tellement. C'est-à-dire, j'ai résisté à quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Les filles, j'y comprends rien. Je comprends rien. Je comprends pas. Je navigue à vue. Je sais pas. Je sais pas. Il semble qu'il n'y ait pas de possibilité, de pardon, pour Jean-Louis aujourd'hui. Ça met un point final, sans doute, au fait que on verra plus jamais les 4 en même temps sur scène. Désormais, il y a un nouveau bassiste, ça s'appelle Les Insus et pas Téléphone. Bon. Curieusement, l'an dernier, pendant que Corinne assure la promotion de la réédition de l'intégrale de Téléphone à la télé, les 3 garçons préparent leur retour dans le plus grand secret. Pour se reformer, les ex-téléphones font le buzz. Tout commence par un post énigmatique de Richard Kolinka sur les réseaux sociaux. Il y a un concert le 11 septembre au Point Éphémère à ne pas rater. Les fans y voient tout de suite l'espoir de la reformation tant attendue. Donc on a fait des recherches sur Internet pour savoir quel groupe jouait ce soir-là au Point Éphémère. On a vu que c'était Les Insus. On connaît pas. Mais ce qui nous a mis la puce à l'oreille, bon déjà c'est le fait de ne trouver aucune info, et également le fameux point d'interrogation qui nous a quand même fortement rappelé le point d'exclamation de Téléphone à l'époque où ils n'avaient pas encore leur nom de groupe. Moi, on m'a appelé pour m'inviter à ce concert-là en me disant « Oh, dis donc, il y a un concert, j'aurais t'invité, il faudrait que tu viennes. Je peux pas te dire qui c'est et tout. » Bon, mais petit à petit, il y a quand même d'autres potes qui m'avaient dit « Ouais, dis donc, attends, il paraît que Téléphone pour jouer. » On avait oublié de vous dire au revoir. Aubert, Bertignac, Kolinka rêvent toujours d'un autre monde, le retour du groupe Téléphone, enfin presque. Nous aussi, on rêvait d'un autre monde. Un monde avec 4 téléphones unis pour un grand retour. Oui, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Les Insus, c'est Téléphone sans Corinne, c'est le gâteau sur la cerise. Mais tout de même, cela faisait tellement longtemps qu'on attendait presque ça. On a passé un moment énorme d'émotion parce que, évidemment, j'étais accompagné de ma petite fille qui a 12 ans et qui voyait pour la première fois Téléphone. Et c'était le rêve de ma vie de lui faire vivre ça une fois. Génial. C'était juste magnifique. Ils sont séparés 2 ans avant ma naissance. Moi, je suis séparé 2 ans après la mienne. Putain, on les a vus ce soir. Et on les a vus ce soir. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Le concert au Point Éphémère, c'était génial parce que j'avais vraiment l'impression de voir 3 potes qui s'amusaient. Il n'y avait rien de calculé. Ils avaient l'air incroyablement heureux d'être sur scène. Et nous, le public, on était incroyablement heureux aussi. J'en ai chialé là. Bon, je sais pas, ne me demande pas pourquoi. Je sais pas, il faut que j'appelle mon psy. J'en ai chialé. Je dis putain, c'est vraiment encore une fois confirmé que c'est pour de vrai là. C'était génial, c'était incroyable, un moment de dingue. Ah ouais, on a pris une claque. Richard est l'homme le plus heureux de la Terre en ce moment. On sent que c'est pas forcé, ils se forcent pas, il y a un vrai plaisir à jouer ensemble. Voir Jean-Louis et Louis sur scène, être autant proches l'un de l'autre et s'amuser comme des gosses, ils ont repris du plaisir. Faut pas être devin que de savoir que si on est tous les deux au même endroit, je pense pas me souvenir d'un moment dans ma vie où on n'a pas joué. Donc... J'adore jouer et puis quand je crèverai, bon je pourrais plus jouer mais je serai pas là pour flipper. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac et Richard Kolinka, c'est reparti pour le bonheur de tous. Quel est ton nom? Non, Aubert. Prénom? Jean-Louis. Âge? 28. Dans chaque ville où on allait, on collait nous-mêmes, on allait jouer à la sortie des lycées et les gens venaient nous voir. Bertignac. Prénom? Louis. Âge? 18 ans. J'ai traîné un peu avec tous les musiciens de ma ville. Corinne Marieno, 31 ans, la vache. Richard. Non, ça c'est mon prénom. Kolinka. Prénom? Richard. Bien voilà, nous, c'est Téléphone. Un, deux, trois, un jour j'y
parents ils mettent souvent des chansons comme ça de téléphone. C'est bien, c'est du rock. Emmène-moi